Ok, et bah du coup, on va pouvoir commencer maintenant cette table ronde donc, qui porte sur la thématique suivante. Donc, est-ce que la régulation est-elle un frein à l'innovation, avec un focus surtout sur l'Europe, donc sur les secteurs clés en Europe notamment. Mais avant de commencer tout ça, je voulais juste faire un petit rappel, notamment sur Techit, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous connaissent via les événements, mais on est aussi un réseau social donc spécialisé dans les secteurs de la tech, avec des actualités, des offres d'emploi sur le secteur, et aussi tous les événements qu'on organise, parce qu'on organise à Station F, mais aussi partout en France, en Belgique et également au Luxembourg. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les dates clés sur notre site. Donc moi je me présente, donc je suis Alexis, je suis chef de la marque Techit et je m'occupe je m'occupe en fait du côté digital surtout de Techit.io. Donc ça va être sur le trafic, sur la rédaction de contenu, tout ça. Voilà. Je vais pas aller plus loin et je vais laisser se présenter les intervenants qui m'accompagnent pour cette table ronde. Bonjour à tous, moi je m'appelle Wojtek, je suis le cofondateur de Webatrio. Webatrio c'est une ESN. Alors moi je suis un ancien tech et on recrute des techs parce que Webatrio aujourd'hui c'est 90% des effectifs des développeurs, un peu de project manager et du cloud et de l'IA. Et on est à Paris, Toulouse et Lyon. Alors évidemment ici c'est Paris qui nous intéresse et évidemment on recrute dans l'ensemble des domaines que j'ai cités. Si vous cherchez un job dans une ESN, alors on a une hiérarchie aplatie, on a une structure différente à aller voir sur notre site web. J'attends vos candidatures avec plaisir. Voilà, donc moi je m'appelle Erwan Conque, je suis le DSI des activités grand public d'Engie en France. Donc Engie, ça sert à peu près une dizaine de millions de clients en France et donc on couvre les activités de vente d'énergie, donc gaz et électricité, à peu près 50% de chaque, et également la vente de produits et services qui vont avec la transition énergétique qu'on est en train de vivre. Alors ça couvre des panneaux solaires, ça couvre des bornes de recharge pour les véhicules électriques, des pompes à chaleur. Et donc on est occupé aujourd'hui à transformer tous ces éléments-là qui deviennent interconnectés et qui se mettent à rentrer en ligne de compte dans la manière dont on consomme l'énergie. Donc on vient de vivre une crise des prix de l'énergie très importante. Et tout ça, ça nous amène à transformer très fortement nos systèmes d'information. On produit en France 30% de l'énergie qu'on consomme, de l'électricité qu'on consomme avec de l'énergie renouvelable. En Europe, c'est 44%. Ça transforme complètement en fait la manière de consommer l'énergie. C'est en train de venir. Et c'est un sujet d'ailleurs qui nous rapproche des sujets de réglementation et pour lequel on est en train de staffer pas mal nos équipes parce que cette transformation, en fait, évidemment, ce que voient nos clients, c'est les outils informatiques qu'on leur met entre les mains et donc ça touche très directement la manière dont on travaille et dont on développe nos outils. La transition du coup est toute trouvée. Merci Erwan pour se lancer du coup dans le sujet. La régulation est-elle un frein à l'innovation? Mais avant de partir dans ce sujet-là, c'est là où j'en viens à ce que tu disais Erwan, c'est l'importance en fait de la régulation dans des secteurs tels que l'énergie notamment ou la santé. En quoi en fait la régulation est-elle importante? À quoi elle va servir la régulation? Elle est importante parce que ces marchés-là, bien souvent, sont des écosystèmes. Et donc, lorsqu'on a besoin d'orienter un marché, on a à la fois, en tant que régulateur, besoin évidemment de protéger le consommateur, et c'est essentiel, mais aussi finalement de créer la chaîne de valeur qui va permettre justement à l'innovation de se développer. Si vous laissez le marché faire tout seul, des acteurs dominants vont peut-être, alors qu'ils ont une part à apporter dans l'écosystème, vont peut-être le verrouiller ou éviter qu'il se développe. Donc cette réglementation, elle nous aide dans ce sens-là. D'accord. Et je sais que dans le secteur de l'énergie notamment, c'est là où c'est ton domaine, le secteur de l'énergie, mais il y a aussi le secteur de la santé. En quoi la réglementation, par exemple, dans le secteur de la santé, vous voyez que je vais peut-être dire toi, en quoi elle va être importante à ce niveau-là? Déjà, il y a un dicton, on peut dire que sans réglementation, l'homme n'est qu'un animal. Donc évidemment, toutes les réglementations sont là pour nous protéger, particulièrement dans le domaine de la santé, où évidemment, si on laisse les entreprises faire des tests sur des humains pour voir si quelque chose marche ou pas, il y a des risques pour la vie. Donc évidemment, c'est là où la réglementation est évidemment primordiale. Alors dans l'énergie, elle est importante parce que c'est notre consommation, notre vie de tous les jours. Dans la santé, c'est parce que c'est nos vies directement qui sont en jeu et il ne faut pas jouer avec. Donc là, le régulateur, que ce soit les commissions européennes, les États, les États-Unis, d'ailleurs partout dans le monde, ce secteur-là est fortement réglementé pour nous protéger.
Et je sais aussi que c'est dans le secteur de l'intelligence artificielle notamment. Donc on a eu l'UE Act qui a eu lieu, les textes ont été votés en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va permettre aussi aux investisseurs de rentrer dans le marché, d'investir dans des dans les secteurs. Mais c'est aussi tout ce qui va être la recherche. Je sais que grâce à des réglementations sur l'intelligence artificielle, il y a des bacs à sable qui ont été faits, donc des sandbox, où en fait les régulateurs, les start-upers et les personnes de la recherche et les ingénieurs vont collaborer ensemble pour développer dans ce secteur-là en tout cas des intelligences artificielles qui vont respecter en tout cas ces réglementations. Je ne sais pas si par exemple dans le secteur de l'énergie, Arwan, il y a des choses comme ça qui se stimulent, qui vont au niveau de la structuration du marché, qui vont aller dans ce sens-là. Oui, et favoriser du coup l'innovation. Oui, alors je peux vous donner un exemple qui n'est pas forcément dans le lien, mais qui touche de très près nos activités. Évidemment, on développe aujourd'hui de manière assez massive le parc de voitures électriques. Et quand vous avez une voiture électrique, évidemment, dans votre usage traditionnel, vous branchez votre véhicule chez vous le soir. Et puis en tant qu'usager, ce qui va vous intéresser, c'est d'avoir votre voiture chargée à 80% le matin à 7 heures parce que vous n'avez pas, et vous ne voulez pas vous en occuper plus. Vous rentrez chez vous, vous avez autre chose à faire. Or, en fait, avec le renouvelable, vous n'aurez pas forcément les mêmes stratégies ou les mêmes intérêts pour recharger votre voiture. Si vous avez un panneau solaire sur le toit, si vous avez une batterie associée au panneau solaire, ou si vous n'en avez pas, si vous avez beaucoup d'équipements électriques et qu'il fait froid, c'est peut-être pas très intelligent de se charger entre 19h et 20h parce que c'est un moment où vous chauffez et où vous consommez beaucoup d'énergie. Et des fournisseurs d'énergie comme nous ont besoin de faire évoluer leurs solutions et d'innover pour aller amener de l'intelligence une intelligence qui fera que pour l'utilisateur, à part sur son appli donner sa consigne pour le matin, il n'aura à s'occuper de rien et c'est Engie qui fera l'équilibrage de la charge et la stratégie de charge en fonction de l'équipement de la maison. Pour faire ça, et j'en viens à la réglementation, vous avez besoin de pas mal de choses, mais dont une en particulier, c'est d'avoir accès au niveau de charge de la voiture électrique. Si vous n'avez pas accès à cette information-là, vous pouvez imaginer et investir tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas la possibilité de développer ce genre de service. Si vous attendez que chaque fabricant automobile s'entende sur une norme sur ces sujets-là, en fait, vous ne développez pas votre marché et des acteurs comme nous n'auront pas suffisamment de visibilité pour investir. La réglementation, typiquement sur ces sujets, nous permet d'avoir suffisamment de visibilité pour se projeter sur ces investissements et ces services. Mais du coup, est-ce que ça va favoriser l'innovation si les entreprises vont pas réussir forcément à se mettre d'accord là-dessus? Vous avez, avec la réglementation, une visibilité des échéances, et donc vous pouvez très bien anticiper vos trajectoires de recherche et développement pour justement arriver et profiter de ces réglementations au moment en fait où elles entrent en vigueur. Donc c'est vraiment des éléments très importants. Et cette stabilité de la réglementation et cette visibilité sur la réglementation est essentielle en fait. Et c'est là que son rôle est important. C'est-à-dire que si elle est prévisible et si elle est suffisamment stable dans la durée, là ça devient un vecteur d'innovation. Si elle est trop fluctuante, à ce moment ça devient difficile et ça crée des conditions qui vont limiter la possibilité pour nos types de sociétés d'investir. Comme pour les voitures, et notamment le niveau de charge, etc., on peut en prendre un autre exemple où la réglementation a forcé les acteurs à ouvrir des API, c'est dans le banque. Alors je crois que c'est des SP2. Toutes les banques ont dû ouvrir l'accès au compte bancaire et donc on a eu plein d'applications diverses et variées se développer et proposer des services nouveaux que les banques de base ne proposaient pas parce que soit elles n'avaient pas l'idée, soit elles n'avaient pas envie d'investir. Et en fait, c'est là où on a vu qu'une réglementation a apporté énormément d'innovation et je pense que dans la mobilité électrique, c'est exactement ça. Aussi, on peut aussi citer un exemple que par exemple la réglementation force un certain nombre d'installations de bornes de recharge annuelles dans le pays, ce qui évidemment est favorable au développement du véhicule électrique. La réglementation, elle va aussi poser des défis parce que on n'en a pas parlé, mais l'importance de la régulation, c'est aussi quand même de protéger le consommateur avant tout. Et on en parlait Erwan avant, mais quand il y a plusieurs réglementations qui rentrent en vigueur, que ça devient trop complexe, ça va avoir un impact sur le consommateur. Comment on fait pour gérer ça ?
Ça se gère via le dialogue constant en fait avec les autorités de régulation. Et c'est évident que la réglementation ne soit pas nulle part. Il y a des groupes de travail avec des acteurs du marché, en général les acteurs de l'écosystème, qui préparent ces réglementations. Et donc on a cet enjeu de nourrir un dialogue qui soit efficace et en effet de ne pas tomber dans un croisement de réglementation qui pourrait vous poser problème. Un acteur comme Engie qui est dominant sur ce marché, il est très réglementé par la DGCCRF, qui est la direction de la concurrence française et qui s'assure que les règles de concurrence sont bien appliquées. Et évidemment, on a les données du grand public et donc la CNIL est un acteur réglementaire très important pour nous. Et puis on a la commission de régulation de l'énergie qui est notre autorité de régulation. Et donc bien souvent, la question qui se pose à nous, c'est comment harmoniser ou en tout cas rendre ces réglementations compatibles, faute de quoi en fait on peut se retrouver avec l'impossibilité d'amener des innovations intéressantes. Et, par exemple, si on arrive à pas un point de non-retour, mais quelles conséquences ça peut avoir sur les consommateurs si on n'arrive pas à s'entendre sur certaines régulations? Si on ne s'entend pas sur certaines régulations ou si des régulations commencent à être relativement instables parce qu'elles réagissent à des événements. On a eu dans notre métier, on a traversé une crise des prix de l'énergie juste après l'invasion de l'Ukraine qui a été unique, sans précédent. Et donc évidemment là vous avez un pouvoir politique qui a tendance à chercher à réagir pour compenser des situations. Tout à coup le prix de l'énergie faisait x100 ou x10. Et donc quand la réglementation commence à devenir très très variable de ce point de vue-là, vous ajoutez beaucoup de complexité dans ce que vous avez à faire pour être capable de réagir et de répondre en fait à une injonction de très très court terme. Ces coûts-là, ils finissent inévitablement sur la facture du client. Donc l'importance d'avoir une réglementation qui soit très intelligente sur sa capacité à structurer un marché, mais pas trop restrictif pour ne pas créer de la complexité, est toujours un challenge important. Oui, la petite boutade, et c'est le moment, c'est peut-être trop de réglementation peut poser des problèmes pour les utilisateurs, comme la réglementation sur l'impôt sur le revenu. Je pense que pour déclarer des feuilles sur le revenu, aujourd'hui, c'est un peu très complexe, et parfois, il y a en effet des réductions qui se contrecarrent les unes les autres. Donc en effet, mais par contre, là aussi on a un autre exemple où le retard de réglementation a créé des problèmes pour les utilisateurs dans les crypto-monnaies par exemple. Vous avez tous suivi peut-être en tout cas le prime de FTX qui a permis, on a permis aux utilisateurs d'investir dans une entreprise qui ne prenait pas soin des fonds qu'elle avait, qu'elle les utilisait à des fins autres et du coup à la fin la plupart des fonds étaient perdus. Et ça pourquoi? Parce qu'ils ont pu le faire, parce qu'il n'y avait pas encore la réglementation sur les crypto-monnaies, parce qu'elle arrivait un tout petit peu tard. Et ça nous montre assez facilement que s'il n'y a pas de réglementation, c'est le Far West, et que les entreprises vont, en tout cas certaines, vont en abuser, même peut-être pas exprès, ils l'ont probablement pas fait exprès, mais juste par de réglementation, je teste et puis ça ne marche pas. Il y a du coup, comme j'avais pu le dire au début de la table ronde, l'UEI Act qui a été voté par l'ensemble de l'Union européenne. Donc l'UEI Act, ça consiste en quoi? Ça consiste dans les grandes lignes, donc soit à interdire certains systèmes d'intelligence artificielle s'ils ne respectent pas les valeurs de l'Union européenne et qui ne protègent pas en gros les citoyens. Le droit des citoyens. Ça va aussi limiter les intelligences à haut risque, accompagner celles qui présentent pas trop de risques et laisser tranquilles celles qui ne présentent absolument aucun risque. Ça, c'est dans les grandes lignes, l'UEI Act. Mais il faut savoir que l'Europe, d'ailleurs, est pionnière sur la réglementation en intelligence artificielle et elle compte, avec cette réglementation, faire suivre les géants américains, voire les géants chinois. Après ça, est-ce que c'est pas un petit peu utopique? On va pas rentrer dans le débat, mais moi la question que je vais poser, c'est est-ce que ces réglementations, elles vont pas limiter les entreprises d'intelligence artificielle, que ce soit françaises, notamment avec Mistral AI qu'on a en pépite, ou même des entreprises allemandes, ou encore il y a une entreprise allemande, je n'ai plus le nom, mais est-ce que ça va pas limiter un petit peu dans le développement?
Déjà, ce qui est super intéressant sur cette réglementation, c'est qu'elle est à plusieurs niveaux. Et ça, c'est probablement ce qui manque parfois. C'est que parfois, il y a une règle et c'est la même chose pour tout le monde. Donc, par exemple, même pour des petits acteurs, on va avoir des réglementations très lourdes à mettre en place, même si au final, leur usage fait qu'il n'y a peut-être pas besoin d'une lourdeur administrative ou réglementaire forte. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'en effet, comme tu l'as dit, en fonction de l'activité, en fonction de l'IA, de qu'est-ce qu'elle fait, quelles données elle traite, pour quelle cible, etc. Là aussi, je ne suis pas expert de la réglementation, mais là aussi dans les grandes lignes. Ça nous Par exemple, il me semble que en Chine, il y a le système de notation sociale, oui. Ce sera interdit en Europe. Exactement, par exemple. Donc ça, l'Union européenne a décidé. Et du coup, ça permet à différentes entreprises, en fonction de leur taille et de la donnée qu'elles traitent et qu'elles utilisent, d'avoir des réglementations plus ou moins fortes. Finalement, sur les crypto-monnaies, alors je vais parler juste de l'argent, c'est pareil. En fonction de la quantité d'argent qu'on investit, on n'a pas les mêmes obligations réglementaires. Et ça a aussi servi, c'est plus simple. C'est-à-dire que si on investit 50 €, entre guillemets, il y a juste à déclarer son nom, son prénom et quelques autres éléments. Si on investit 5 000 €, il faut des pièces d'identité, il faut des numéros fiscaux, etc., etc. Et tant mieux. Donc ça, c'est important. Après, en effet, alors surtout sur l'IA et surtout sur l'informatique en général, on est sur un marché mondialisé. Okay, donc ça veut dire que certes, en Europe, on protège, mais en fait, l'IA, elle est utilisée partout. C'est-à-dire que des OpenAI, des géants de la tech ou de l'IA en Chine, etc., ils n'ont pas ces limitations réglementaires. Donc, est-ce que ça ne fait pas de la concurrence déloyale indirectement? C'est-à-dire qu'en effet, est-ce que Mistral ne va pas avoir plus de mal à se développer parce qu'ils sont obligés de respecter certaines règles par rapport à OpenAI? Peut-être, il faudra leur poser la question pour avoir leur avis, mais je pense qu'en effet, il faut faire attention dans un marché mondialisé, ce qui n'est par exemple pas le cas de l'énergie, mais ne pas trop réglementer, sinon on freine forcément, peut-être pas l'innovation, mais on freine la vitesse à laquelle les entreprises peuvent innover. Bon, après, la question de l'innovation pour les entreprises, c'est aussi beaucoup une question de taille de marché. Et donc, en effet, en Europe, on a cette difficulté finalement que n'ont pas des Américains ou des Chinois d'avoir un marché assez fragmenté pour arriver à l'échelle et se développer sur son marché domestique avant d'attaquer d'aborder le monde. Ce qui fait que la question de la réglementation, en fait, elle est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'en effet, sur un marché mondial, il y a toujours cette question de se dire mais est-ce que j'ai pas finalement un frein parce que les disparités de réglementation, comme tu viens de le dire, peuvent limiter les choses. Pour autant, pour nos entreprises françaises ou dans les différents pays de l'Europe, l'intérêt quand même d'avoir une approche réglementaire, c'est que, harmoniser en tout cas au niveau de l'Europe, c'est quand même de créer des conditions de marché minimales pour qu'elles puissent éclore, et que des géants puissent éclore. Bon, c'est pas évidemment le seul vecteur et la seule question qui se pose au développement de nos sociétés. Mais en tout cas, je pense que ce sujet de la réglementation, il est quand même à prendre avec sérieux. Je pense qu'il est vraiment assez structurant. Et en tout cas, si on n'avait pas de réglementation, on n'aurait pas de marché. Je pense qu'on n'aurait même pas de société. Donc c'est normal qu'elle existe. Et en effet, c'est quand même... en tout cas, quand on cherche à innover, c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser de près et de manière assez constante, parce qu'elles ont quand même une évolution dans le temps. Derrière la réglementation, il y a quand même des enjeux, une philosophie. Si on ne la comprend pas, c'est assez difficile de devancer. On peut être très vite pris à contre-pied. Mais du coup, oui, moi je suis d'accord dans le sens où la réglementation est importante parce que, comme Erwan a pu le dire, il n'y aurait pas de marché, il n'y aurait pas de société. Il y a aussi, comme j'ai pu le dire dernièrement, c'est la protection aussi des droits des citoyens. Mais on a pu le voir, des fois ça peut un petit peu freiner l'innovation. Donc, c'est quoi les solutions qui sont possibles? On a vu discuter, c'est la communication entre les autorités de régulation, les entreprises, mais aussi, je pense, les institutions politiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution pour pallier à ça? En fait, je pense que tu les as cités. Il n'y a pas de secret. C'est beaucoup de discussions et bien comprendre l'ensemble des impacts qu'une réglementation va avoir. C'est-à-dire si on ne prend pas le temps de discuter avec les entreprises qui sont impactées, avec les utilisateurs qui seront impactés, et d'analyser aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde et quels seraient les impacts à l'export ou à l'import, parfois on risque de se retrouver dans des situations difficiles. Un exemple me vient en tête, qui est aussi d'actualité, c'est les agriculteurs. Oui. En France, on a des règles sanitaires strictes et des règles de qualité d'agriculture qui sont très élevées, et ça c'est très bien pour nous les consommateurs, sauf qu'on autorise
sans beaucoup de contrepartie, voire aucune contrepartie en Union européenne, d'importer des aliments d'autres pays qui n'ont pas ces règles-là. Et du coup, les agriculteurs français se retrouvent en difficulté parce qu'ils doivent respecter des règles que les autres ne doivent pas respecter. Donc voilà, donc trouver la bonne réglementation, alors déjà c'est extrêmement compliqué dans un monde mondialisé, fragmenté, où chacun a ses intérêts et chacun a envie aussi d'avancer de son côté, mais on voit qu'on a été aussi capable, que ça soit lié à Acte ou la réglementation sur les crypto-monnaies ou celle sur les produits financiers aussi, de créer des réglementations efficaces et qui n'ont absolument pas ralenti l'innovation. Et d'ailleurs, quand on a une idée et qu'elle se heurte finalement à une disposition réglementaire, c'est vrai que le premier réflexe, c'est de se dire, mais finalement, la réglementation, si elle n'existait pas, qu'est-ce que ça serait bien, je pourrais dérouler mon idée. Mais derrière l'innovation, il y a ce besoin de trouver un marché, en fait, et de trouver un marché qui soit pérenne. Donc ce premier réflexe qui est de se dire finalement la réglementation c'est un frein parce que c'est un carcan et je ne peux pas me développer, c'est pas toujours en fait une réalité. Et pas forcément la bonne approche. Voilà, et ça peut éviter de faire des bêtises en pensant qu'on a une bonne idée, et des fausses bonnes idées, ça arrive fréquemment également. Donc voilà, il n'y a pas de monde magique, il n'y a jamais de situation idéale. Voilà, mais je pense qu'il faut la regarder en effet comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une nécessité de nos sociétés. Et puis lorsqu'on est là en situation de pouvoir avoir une influence sur cette réglementation, en tout cas participer à sa construction, je pense que c'est plutôt ça le terme, à ce moment-là, en fait, il faut y investir du temps. Des structures comme celle à laquelle je participe, elles ont des équipes en fait, sur ces sujets parce que c'est beaucoup de travail. En fait, c'est des projets de construction de long terme. On peut, voilà, dans la réglementation, on en a une assez récente, à l'échelle de l'évolution des technologies, qui est celle amenée par la loi de programmation militaire sur la cybersécurité. Je pense qu'on est content que ça existe parce que ça force quand même les entreprises à un minimum de sécurisation. Et juste pour revenir, c'est sur les agriculteurs. Il y a une réglementation, j'ai plus le nom si c'est pas en tête, mais c'est aussi sur en fait la taille en fait des entreprises. Je sais que les agriculteurs ils sont taxés sur c'est pas le nombre d'hectares justement. Et donc en gros, est-ce que c'est pas aussi adapter les réglementations à la taille des entreprises, pas loger tout le monde à la même enseigne? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté pour pas pénaliser des petites entreprises quoi? Oui, je pense que c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire et ce qu'ils ont a priori, en tout cas j'espère réussi sur l'EA Act, c'est vraiment de cloisonner les réglementations et les obligations en fonction, en tout cas pour le coup de l'utilisation. Mais après en effet, on pourrait aussi prendre, je sais pas, la loi RGPD qui aujourd'hui est globalement la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on stocke des données de loisirs ou des données un peu plus importantes. Alors je ne parle pas des données de santé évidemment. Globalement les obligations des entreprises sont un peu les mêmes et pour des toutes petites structures, c'est quand même assez lourd à mettre en place, c'est coûteux et donc du coup elles consacrent du budget à appliquer une réglementation là où ce budget pourrait leur servir pour se développer. Donc moi je pense qu'en effet des réglementations, et c'est là où les discussions sont importantes, et de bien connaître le marché qu'on régule aussi pour les législateurs, et donc ceux qui sont impactés par les réglementations puissent, à l'échelle d'Engie, vous pouvez le faire. Est-ce que des toutes petites TPE ou PME peuvent le faire? C'est pas sûr. Discuter avec le législateur pour être sûr que les règles qu'ils vont mettre en place ne vont pas mettre en grande difficulté des plus petites structures. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci à vous deux. Peut-être pour le mot de la fin, la réglementation, est-ce que c'est un frein à l'innovation? Déjà, la réglementation, en fait, elle est nécessaire, je pense. Et puis, c'est avec de la communication entre toutes les instances qu'on va favoriser l'innovation. Donc, après, je prends peut-être parti, mais je ne pense pas que la réglementation soit un réel frein à l'innovation. Au contraire, elle peut être vraiment un catalyseur de l'innovation. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous deux.